Épisode 18, les nouveaux Spartiates, The Pine Bluff Variant, c'est le titre original pour un épisode qui est écrit par John Shiban et c'est réalisé par Rob Bowman. Mulder a infiltré une organisation terroriste qui répond au nom poétique des nouveaux Spartiates, organisation qui détient une arme chimique révolutionnaire sous forme de spray, donc un shift, et puis ça agit comme un acide qui vous ronge la peau à très grande vitesse, c'est la mort assurée en une poignée de secondes. Donc j'avais très hâte de revoir cet épisode pour lequel je n'avais qu'un souvenir parcellaire. C'était un épisode qui est très différent en fait des autres parce que déjà il n'y a pas de postulat surnaturel. Après on reste quand même dans l'ADN d'X-Files, hein. Il est très complotiste dans son déroulé parce que si l'organisation terroriste n'est évidemment pas composée d'enfants de cœur, hein, sinon on les appellerait je sais pas les chevaliers du chamallow, eh bien on a aussi des hommes puissants au sein du gouvernement qui sont pétris d'attention trouble, des philistins comme on dirait aujourd'hui sur les réseaux sociaux. Donc très belle surprise pour revoir cet épisode. J'ai eu le plaisir aussi de le remater avec le commentaire audio. Il y a un commentaire audio en bonus dans le coffret Blu-ray. Alors là-dedans on énumère en fait toutes les influences du scénariste, donc l'espionnage façon John le Carré, en particulier l'espion qui venait du froid, Hit de Michael Mann, donc voilà, c'est quand même des belles références. Alors après, je me suis rendu compte que ces éléments du commentaire audio ont été repris dans la page française de Wikipédia. Déjà qu'on n'a pas énormément d'éléments informatifs en dehors de ce bonus, c'est dommage. Alors après je vais été quand même sur le grand livre X-Files que je vous cite régulièrement, et là c'est pire que tout, il n'y a qu'une phrase, je vais vous la lire. Dans les nouveaux Spartiates de John Shiban, Mulder infiltre une milice néo-nazie soumise à son insu à des tests sur un pathogène toxique. Voilà, on n'a rien de plus sur cet épisode. Bon, alors, qu'est-ce que je pourrais ajouter de plus? Déjà, on a un loner qui fonctionne d'abord par un scénario qui joue complètement la carte du thriller. Donc au menu, on a filature, infiltration, hold-up, confrontation, règlement de compte. On est jeté dans l'intrigue dès le début de l'épisode. Malgré les faux semblants, le double jeu, c'est quand même très limpide, hein. Il y a vraiment une ligne claire comme ça sur cet épisode. Il y a juste une petite accélération après le pseudo braquage qui me fait un peu tilter, comment Scully a pu être informé que ce braquage concerne l'affaire des nouveaux Spartiates. Donc bon, après on explique comment elle reconnaît Mulder malgré son masque, donc là-dessus il n'y a pas de problème. Mais quand même je trouve qu'elle déboule extrêmement vite. Mais d'un autre côté, on est tellement emporté dans le mouvement, donc ce petit manquement, en fait, ça m'a absolument pas empêché d'apprécier l'épisode. De l'introduction filmée au téléobjectif, alors le choix de cet objectif, il est totalement justifié parce que c'est une scène de filature, à la montée progressive de l'horreur quand un terroriste contamine un cinéma d'ailleurs qui projette 2 films de la Fox, qui sont sortis à 2 années d'écart, donc Une journée en enfer et Titanic, ouais, j'avais juste noté ça. Un hold-up comme climax aussi tendu que grotesque, parce que les braqueurs portent des masques de films d'horreur. On a là une vraie petite pépite, une réussite qui laisse un poil sur sa fin, tant on aurait aimé en savoir plus en fait sur ce groupe terroriste qui donne son nom au titre. On aimerait connaître davantage leurs revendications. Merci aux scénaristes et surtout Rob Bowman qui n'hésite pas à se comparer à Kubrick pour un plan, hein, donc je vous renvoie aux commentaires audio. Bon, Robbie, il faut pas non plus pousser le bouchon. À noter dans le casting la présence de Daniel Van Bargen qui était un second couteau à la filmo bien rempli, mais au destin ô combien tragique. On le connaît surtout, enfin moi je le connais surtout pour son rôle du commandant Spengler dans la série Malcolm. Alors il faut savoir qu'en 2012 le comédien souffrait de diabète, il avait dû être amputé des orteils, et si j'ai bien compris, une autre opération était prévue, ça l'avait plongé dans une dépression. Il tente de mettre fin à ses jours en février 2012 en se tirant une balle dans la tête. Cette tentative a été un échec et l'appel de l'acteur à la police américaine, ça a été publié sur internet. Donc j'ai pas cherché à l'écouter, hein. De toute façon tout est reporté sur différents sites. Il a été grièvement blessé, il appelle les secours, il affirme qu'il n'a plus envie de vivre, qu'il n'a ni femme ni enfant, donc il n'a plus d'attache, ça sert à rien de s'acharner. En tout cas, miracle, il a quand même survécu à cette tentative, hein, mais on imagine dans quelles conditions terribles. Et finalement, il décédera 3 ans plus tard d'une longue maladie. Bon, après, j'en sais pas plus. J'ai déjà parlé de mon attachement à la série Malcolm, hein, mais en fait, si je m'arrête un petit peu dessus, c'est que dans la série Malcolm, il jouait donc le colonel Spengler, qui était déjà manchot dans la série, et puis il y avait un gag à la fin d'une saison où il y avait une connerie de Francis qui l'amputait de son second bras. Donc on peut dire
triste coup du sort. Alors, il est bien dans l'épisode d'X-Files, je le trouve même plus marquant que le grand chef du mouvement qui est joué par Michael McCree. Alors déjà croisé dans la série dans un rôle de shérif borné pour histoire de changer pour le diable du New Jersey. Alors pas tant à cause du jeu que par la présence physique de Van Bargen, son regard. Alors c'est terrible à dire, mais en fait, entre deux comédiens à jeu égal, ce qui peut les différencier, c'est en fait le physique, pas forcément évidemment pour la beauté esthétique. Ni l'un ni l'autre ne peuvent prétendre jouer dans un remake du Samouraï avec Alain Delon, mais dans le regard, il y a une sorte de froideur résolue chez Bergen. Ça tient donc à son regard clair, ce que Jean Gabin appelait avoir des chasses claires. D'ailleurs, pour lui, c'était la condition sine qua non pour percer dans le métier. J'ai relevé une interview de Gabin, là, je vais vous la citer. « J'aurais jamais fait la carrière que j'ai faite si je n'avais pas eu les yeux bleus. Les mecs qui ont des petits yeux noisettes n'ont jamais fait Flores ou Cinoche, talent ou pas. Faut des chasses claires. Prends-les tous. Gable, Cooper, Garbeau, La Michel, Morgan, note de la rédaction, Delon, Bébel. Alors ça, je savais pas que Belmondo avait les yeux clairs. Tous ont des chasses claires, c'est comme ça. Du temps où je jouais les godans. Les godans, c'est de l'argot, c'est des petites frappes, quoi. Tu faisais un travelling avant sur ma tronche, comme dans le Quai des Brumes. Je pouvais penser à ma note de gaz ou au prix des endives. Ça évite bien des fatigues. Ça, c'est typique de Jean Gabin. J'estime qu'un gars qui paye une place, qui arrive dans un fauteuil, il vient pour voir, comme on dit en français, de la belle ouvrage. On essaye de faire quelque chose de bien. Alors il faut le servir, ça ne veut pas dire pour autant que on soit dingue de ce métier-là. Moi, j'ai jamais été. Jamais, mais j'ai toujours essayé de servir, de le bien faire, d'en donner pour l'argent du spectateur. Donc évidemment, des tas d'acteurs à la carrière prestigieuse n'ont pas forcément le regard clair, heureusement, mais bon, c'est indéniable que ça aide à capter la caméra. Le personnage de Bargen a de la bouteille, et des fois, dans un regard échangé avec Mulder, il semble opiner d'un hochement de tête pour confirmer que son homme de main n'est pas le lampadaire le plus éclairé du trottoir. Donc il y a un aspect blasé chez ce personnage qui l'humanise un peu. J'aime beaucoup le plan final. Décidément, c'est un élément récurrent dans cette saison. Alors peut-être pas inattendu, on s'en doute à partir du moment où il y avait la caméra qui s'attardait sur les clés de voiture remises à son personnage. Mais il y a un côté mécanique, une fatalité du destin qui est appuyée par un score magistral de Mark Snow, une sorte de tic-tac obsessionnel. Il m'a fait penser un petit peu au début du score de Glass, le film de Shyamalan, qui avait une musique composée par West Dallon Thurston. Donc au final, très bon épisode, je lui mets un bon 8 sur 10, et puis c'est tout, c'est déjà pas mal. Allez, on se voit la semaine prochaine avec l'épisode Folie à 2, ciao.